au cours du coup. Donc je vous avais demandé de réfléchir à la pompe à chaleur, donc il s'appelle comme ça parce que la machine pompe la chaleur de la source froide pour la donner à la source chaude, inverse le sens thermique, le sens du transfert spontané thermique. Donc effectivement, quelqu'un m'a fait remarquer qu'il manquait Q1 sur la figure, hein, que je viens de rajouter. Donc Q1 reçu effectivement de la part de la source froide, donc positif pour le fluide, négatif Q2 qui part vers la source chaude, et positif W, le travail mécanique effectivement reçu par le fluide de la part du compresseur. Le compresseur lui-même alimenté par un travail électrique. Donc moi, je me dessine uniquement du système qui m'intéresse, donc les trois grandeurs W, Q1, Q2 reçues par le système qui est le fluide dans la pompe à chaleur. Alors parfois on met juste PAC, et on dit juste reçu par la pompe à chaleur. Bon, après on peut préciser, en fait c'est le fluide qui est dans la pompe à chaleur qui reçoit les énergies. Et ça, on appelle ça une pompe à chaleur RO, puisque la source froide c'est l'air, et elle donne ça à de l'eau. On appelle ça aussi un chauffe-eau thermodynamique, si vous avez entendu parler de ça, si votre plombier vous a proposé un chauffe-eau thermodynamique, en fait c'est une pompe à chaleur. Et donc le but c'est de trouver son efficacité. Sachant qu'on va utiliser évidemment le premier principe, la somme des énergies reçues égale delta U du système, et comme le système subit des cycles, un cycle ou des cycles, le delta U vaut 0, donc la somme des énergies reçues égale 0, S échange plus S création égale 0, S création est positif, donc S échange est négatif, ou plutôt la somme des S échanges est négatif, d'où l'inégalité de Clausius. On commence toujours de la même manière, premier principe, deuxième principe. Alors maintenant, ce que je vous avais demandé, c'est calculer l'efficacité. Donc ici, on appelle ça l'efficacité thermique, l'efficacité dans le but de chauffer la source chaude. Donc le but, c'est de chauffer au maximum la source chaude, donc d'avoir le plus grand Q2 possible. Alors le problème, c'est qu'il est négatif, donc d'avoir le plus grand moins Q2 possible. Donc moins Q2 en haut, pour énergie utile, énergie recherchée. Et puis je dépense l'énergie électrique, donc que je convertis en travail mécanique, donc je dépense du travail. Monsieur, Oui, je comprends pas pourquoi c'est moins Q2. parce que Q2 est négatif. Donc si tu laisses Q2, si tu fais Q2 sur W, ça fait une efficacité négative. C'est juste qu'on veut toujours une efficacité positive. On n'est pas en valeur absolue là? Eh bien si, on est en valeur absolue. Et comme Q2 est négatif, tu multiplies un négatif par un moins, ça fait un positif. Ah oui, ok. La valeur absolue d'un négatif, c'est moins la grandeur. Ouais. Oui, merci. Voilà, le but, c'est de se débarrasser de la valeur absolue. Donc, vous débrouillez, il faut un truc positif sur positif, Q2 est négatif, donc moins Q2 positif. Positif sur positif, c'est bon. On peut continuer. Ensuite, c'est la même démarche. On va remplacer W, premier principe. Et on a une fraction qui n'est pas sympathique, puisque c'est A divisé par B plus C, qui n'est pas modifiable. Donc j'inverse ma fraction, au passage je simplifie les signes. Q1 plus Q2 sur Q2. Donc Q2 sur Q2, ça fait 1, 1 plus Q1 sur Q2. Et Q1 sur Q2, on peut l'extraire de l'inégalité de Clausius. Alors on y va, doucement, les Clausius, on extrait d'abord Q1. Q1 est plus petit que moins T1 sur T2 Q2. Et ensuite, on divise par Q2. Ah oui, mais Q2, c'est négatif. On divise par un négatif, ça change le sens de l'inégalité. Q1 sur Q2 est plus grand que moins T1 sur T2. On ajoute 1 de chaque côté. On a 1 sur l'efficacité, qui est plus grand que quelque chose. Donc l'efficacité sera plus petit que quelque chose, ce qui est cohérent. Avant d'inverser, on va mettre ça au même dénominateur, sinon on va avoir des soucis. Donc on met au même dénominateur T2 moins T1 sur T2. On inverse. L'efficacité, donc plus petite que T2 sur T2 moins T1. T chaud sur T chaud moins T froid. Donc si vous vous rappelez, le frigo, l'efficacité pour faire du froid, l'efficacité frigorifique, c'était T froid sur T chaud moins T froid. Et bien l'efficacité thermique, c'est T chaud sur T chaud moins T froid. C'est assez logique. Assez facile à retenir comme ça.
Et donc, on a égalité si S création est nulle, donc si la machine est réversible. Donc ça, c'est l'efficacité maximale si la machine est réversible. Et l'efficacité réelle sera forcément plus petite pour une machine irréversible. Ça va pour ce calcul? Donc il faut se méfier des inégalités quand vous divisez par Q2. Regardez bien les signes de chacun et vérifiez qu'à la fin, vous avez un truc cohérent. L'efficacité doit être plus petit que quelque chose. L'application numérique ici, T2 c'était chaud, donc 50 degrés, 323 Kelvin, sur l'écart de température qui vaut 40 degrés. Ce qui m'a fait à peu près 8. Bon, on sait qu'on n'atteindra pas 8 avec une machine réelle. On atteindra peut-être la moitié, de l'ordre de 4, 4, 5. On appelle ça le coefficient de performance de la pompe à chaleur. D'accord. Je vous laisse digérer un peu le calcul peut-être. Bon, je vous mettrai le corrigé encore à la fin du cours, pareil. Donc, si on regarde notre dessin du haut, l'efficacité, c'est moins Q2 sur W, supposons que ça vaut 8, l'efficacité maximale, réversible. Ça veut dire que si vous injectez 1 joule ici, vous récupérez 8 joules ici. Vous récupérez 8 fois plus d'énergie que vous n'en dépensez. Bon, en pratique, ça sera plutôt 4, mais même 4, c'est pas mal. Vous dépensez 1 joule, payez à EDF et vous récupérez 4 joules. Ça veut dire que vous extrayez 3 joules gratuitement de la part de l'air extérieur. Conséquence, vous divisez votre facture de chauffage par 4. Donc le coefficient de performance, en fait, c'est le coefficient qui va permettre de diviser sa facture d'efficacité ou coefficient de performance. Au lieu de dépenser Q2, vous dépensez W seulement, c'est-à-dire Q2 divisé par E. Donc vous divisez votre facture par 4 à 5. Alors du coup, on se dit, mais alors si on peut diviser les factures d'électricité par 4 à 5, pourquoi tout le monde ne le fait pas? Pourquoi tout le monde n'achète pas une pompe à chaleur? Le problème, c'est que ça a un coût, une pompe à chaleur. Vous comptez 12 à 15 kilos euros, 15 000 euros quand même, prix d'une voiture. Après, ça peut tomber en panne, il y a un peu d'entretien, pas énormément, mais bon, ça peut tomber en panne. Comme une clim, c'est la même machine. En fait, une clim et une pompe à chaleur, c'est la même machine utilisée de façon inverse. Et d'ailleurs, si vous installez chez vous une clim, on va vous proposer une clim réversible. Donc, qui l'été vous rafraîchit la maison et qui l'hiver vous chauffe la maison. Donc, qui l'hiver, en fait, joue le rôle d'une pompe à chaleur et l'été d'un réfrigérateur. Et vous êtes dans le réfrigérateur l'été. C'est la même machine. Donc on appelle ça une pompe à chaleur réversible. Alors en fait, réversible, c'est pas tout à fait le bon terme, parce que ça veut pas dire que le cycle de transformation est réversible, il y a toujours des frottements, etc. Donc en fait, la machine est irréversible, mais on peut inverser le sens des échanges thermiques. Donc c'est pour ça que les vendeurs appellent ça réversible. Mais d'un point de vue thermodynamique, c'est pas réversible, c'est inversable plutôt, on devrait dire. C'est une machine où on peut inverser tous les sens. Alors, deuxième inconvénient d'une pompe à chaleur, c'est que l'efficacité dépend de l'écart de température. Donc, si l'hiver il fait moins 10, l'écart de température il augmente ici, de delta T. Donc votre efficacité elle chute. Si vous passez à moins 10, vous passez à 60 degrés d'écart. Donc 323 sur 60, vous passez à peu près à 5 comme efficacité maximale. Donc réel, vous passez plutôt à 2-3. Ah oui, donc votre efficacité, elle chute quand même beaucoup. Et du coup, ça ne suffit plus pour chauffer la maison. Donc en général, il faut un système supplémentaire l'hiver, parce que la pompe à chaleur n'a pas assez de puissance dès qu'il fait très froid dehors.
Donc, il faut des systèmes de chauffage électrique, finalement, qui vont prendre le relais, enfin, qui vont s'ajouter à la pompe à chaleur. Donc, il faut changer le compteur pour avoir changer d'abonnement pour avoir une puissance électrique plus grande. Voilà, donc ça pose un certain nombre de soucis techniques qui fait que tout le monde n'a pas une pompe à chaleur chez soi. Ça va? Il y a beaucoup de gens qui ont une pompe à chaleur ou une clim réversible chez eux? On avait une qui, mais marche plus. Vous avez ça, pompe à chaleur, oui. Avec quelle source froide? Vous puisez vous échangez avec l'air extérieur? Oui, c'est ça, un bloc extérieur. Donc ça, c'est les plus courantes, parce qu'il n'y a pas besoin d'installation compliquée. Après, il y en a qui sont plus perfectionnés, qui utilisent l'énergie de l'eau ou l'énergie du sol aussi. Dans ce cas-là, on met tout un réseau de tuyauterie dans le sol et on pompe l'énergie du sol. Donc l'avantage, c'est que l'hiver, le sol reste plus chaud que l'air extérieur dès qu'on va en profondeur. Et puis si vous avez une rivière souterraine, c'est pareil. L'eau souterraine reste plus chaude, elle reste, je sais pas, à 10 degrés à peu près toute l'année. Et du coup, l'hiver, c'est plus efficace que si vous utilisez l'air extérieur. Voilà, donc une jolie machine. Alors maintenant, on va se compliquer un peu la vie. Parce que là, pour l'instant, c'était des machines plutôt simples. Maintenant, on va prendre une machine ITERM, même principe, mais on va utiliser une pseudo-source. Donc, une source d'un côté, ici une source froide, par exemple un lac, et de l'autre côté, au lieu de prendre une source chaude, une pseudo-source chaude. Donc, c'est quoi la différence? C'est qu'une pseudo-source chaude, c'est une source de taille pas très grande, et du coup de température variable. Donc ici, c'est 100 kg d'eau, 100 litres d'eau, qui partent initialement à 10 degrés et qu'on va monter en température à 313, donc à 40 degrés. Donc on va monter de 30 degrés. Pour ça, on va utiliser une pompe à chaleur, donc alimentée par un travail mécanique qui vient d'un compresseur, et puis on peut préciser, le compresseur, lui, reçoit du travail électrique. Okay. On tire de l'énergie de la source froide et on envoie tout ça à la source chaude. C'est bien une pompe à chaleur qui pompe la chaleur de la source froide vers la source chaude. Pour mes calculs, je vais supposer qu'elle est réversible, que je suis à l'efficacité maximale. Ça me simplifiera un petit peu la vie. Et donc là, j'avais dû vous mettre que ça sur la feuille. Donc la suite, on va y aller doucement. Donc ça, c'est un exercice 3 étoiles, c'est vraiment le truc classique, machine avec une pseudo-source. Donc, toutes les formules qu'on vient de démontrer ne sont plus valables, parce que ici, c'est pas une vraie source, c'est une pseudo-source. Et on va voir que ça change tout. Donc on commence par quoi? Le premier principe, le delta U du fluide du pack de la pompe à chaleur, reçoit WQ1, Q2, ok, et le fluide, il subit un cycle de transformation, éventuellement il fait plusieurs cycles de machine, donc cycle éventuellement au pluriel, pour que l'eau atteigne la température finale. Bon, ça ne change rien qu'il y ait un cycle ou plusieurs cycles, le delta U vaut 0. Ensuite, on écrit le deuxième principe, donc delta S, toujours du fluide, CS échange 1 plus S échange 2, puisqu'il y a deux échanges thermiques, plus S création. Alors là, je me simplifie la vie, comme je supposais qu'elle était réversible, S création est nulle. Et puis on travaille sur des cycles, donc delta S vaut 0. Donc S échange 1 plus S échange 2 vaut 0. Ok, S échange, il y a une formule, c'est l'intégrale de delta Q sur T extérieur. Allons-y. Intégrale de delta Q1 sur T extérieur, T1, plus l'intégrale de delta Q2 sur T à T de l'eau. C'est pas T1, c'est pas T2 parce que ça varie ça. C'est T de l'eau qui passe de T1 à T2. Alors par la suite, je la note juste T, température de l'eau.
qui passe de T1 à T2. Donc la première intégrale, la température du lac, elle ne varie pas. C'est une vraie source. C'est un système énorme, donc on lui prend un peu d'énergie, sa température ne va pas varier. Donc T1 peut sortir de l'intégrale. OK. Donc delta Q1 sur T1 intégré devient Q1 sur T1. Et par contre, celle-là ne peut pas sortir la température parce qu'elle varie. Donc je ne peux pas calculer l'intégrale. Sauf si j'exprime delta Q2. En fonction de quoi? En fonction de la température de l'eau. Oui, il doit y avoir un lien entre l'énergie thermique reçue par le fluide et puis la variation de température de l'eau. Puisque l'énergie thermique reçue par le fluide, c'est l'opposé de l'énergie thermique reçue par l'eau. Donc si je sais combien d'énergie par ici, je sais ici comment ça monte en température. Donc je vais m'intéresser à ce système, le système eau. Et je vais faire quoi? Je vais appliquer le premier principe au système eau. Donc j'ai besoin de delta Q2. Le transfert thermique élémentaire tel que l'eau voit sa température varier de dt, augmenter en l'occurrence de dt. Donc j'applique le premier principe à l'eau. du de l'eau égale delta Q reçu par l'eau. Et l'eau reçoit l'opposé de ce que reçoit le fluide. Il y a un transfert thermique qui est négatif pour le fluide et qui est du coup positif pour l'eau. Delta QO positif qui vaut l'opposé de delta Q2. Donc ça, c'est ce que je cherche. du de l'eau. Si vous donnez de l'énergie thermique à l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Elle va monter en température. De combien? De dt. Avec quelle formule? Eh bien, l'élévation de température, dt, et la variation d'énergie est proportionnelle à dt mc dt. du d'une phase condensée, c'est mc dt, avec un c massique. Donc delta Q2, le voilà, c'est moins MCO dt. Donc l'énergie thermique reçue par le fluide, c'est moins MCO dt. dt est positif, la température de l'eau va augmenter, il y a moins de vent, donc delta Q2 est négatif. Delta Q2 est perdu par le fluide, donc c'est bien cohérent, delta Q2 est négatif, et moins dt est négatif. Donc ça, c'est la nouveauté. On a une pseudo-source, on applique le premier principe à la pseudo-source en plus de pp et dp pour le système. Alors maintenant que vous avez delta Q2, vous allez pouvoir l'envoyer ici, et vous allez pouvoir calculer cette intégrale, donc vous allez pouvoir calculer Q1. Puis si vous avez delta Q2, vous pouvez calculer Q2. Et si vous avez Q1 et Q2, vous avez W. Et je vais vous proposer un petit instant de réflexion. Je voudrais Q2, Q1, et donc W. Et vous avez même les applications numériques possibles, puisque je vous donne la masse de l'eau, la capacité de l'eau, etc. Donc allez-y dans l'ordre. D'abord Q2. Pardon, c'est pas ce que je veux. Hop. Hop. Je ne vais pas le montrer. Voilà, donc je vous demande de me calculer dans l'ordre. D'abord Q2, puis Q1, puis W, et je veux les applications numériques, et puis je veux l'efficacité de la machine, avec son application numérique aussi. Voilà, je vous laisse 5 minutes à peu près.
Ok, on essaye de regarder ça. Alors, donc Q2, ça c'est le plus facile à calculer. Q2, bah, c'est l'intégrale de delta Q2. Donc l'intégrale de moins MCO dt avec l'eau qui passe de T1 à T2. Donc moins MCO, T2 moins T1. C'est négatif puisque ça sort du fluide. Et on trouve 12,5 moins 12,5, 10 puissance 6 joules, moins 12,5 mégajoules. On a déjà dit qu'un joule, c'était pas beaucoup comme énergie, hein, donc le mégajoule, c'est pas si énorme que ça. Alors une fois qu'on a ça, on va repartir sur le deuxième principe, Q1 sur T1 plus intégrale de delta Q2 sur T. Et delta Q2, c'est moins MCO dt. Ah, cette fois-ci, c'est une intégrale qu'on peut intégrer, effectivement, puisque dt sur T, primitive ln, ln de T entre T2 et T1, donc ln de T2 moins ln de T1, donc ln de T2 sur T1.
Et donc, j'ai accès à Q1. Q1 qui vaut MCO T1, ln de T2 sur T1. Ça n'a pas d'unité. En kilos, c'est en joules par Kelvin par kilo. T en Kelvin, ça me fait bien des joules, ouais, ça va. Et on trouve un truc positif qui vaut 11,9 mégajoules. Ça, c'est l'énergie qu'on extrait du lac. Reçue effectivement par le fluide, oui, c'est bien positif. Et enfin, on finit par le premier principe, W plus Q1 plus Q2 égale 0, tout W, donc qui vaut l'écart entre les deux, soit ici 0,6 mégajoules. Donc, vous voyez, en fait, on écrit 1, 2, 3, 3 est utilisé, ensuite on revient au deuxième principe 2, et ensuite on revient au premier principe. Donc on le fait dans l'ordre inverse, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Et une fois qu'on a calculé toutes les grandeurs, eh bien l'efficacité ici, c'est une efficacité thermique. Donc vous la définissez comment? Quelle est la grandeur qui vous intéresse? Laura, par exemple. Alors, moi je pense que on veut chauffer. Oui, Du coup, je pense que c'est moins Q2 sur oui, W. exact. Moins Q2 sur W, soit à peu près 21 ici. Et si jamais vous aviez appliqué la formule T chaud sur T chaud moins T froid, bah d'ailleurs vous auriez eu un problème pour l'appliquer parce que comme la pseudo-source, sa température est variable, c'est quoi T chaud? Ah, c'est pas ça, c'est pas ça. Ah non, c'est la température, elle varie. Donc on est bien embêté, on ne peut pas appliquer la formule classique. Et donc l'efficacité qu'on vient de calculer, en fait, c'est une efficacité moyenne qui varie durant la transformation. Et on ne peut pas utiliser la formule classique de la pompe à chaleur. OK? Donc méfiez-vous, dès qu'il y a une pseudo-source, eh ben, il faut tout redémontrer. Et il n'y a pas de formule toute faite. Et puis, de toute façon, quand c'est une source, il faudra tout redémontrer aussi. Hein. Monsieur, Oui, vu que c'est un mégajoule, pourquoi on met que 12,5 et pas 12,5 10 puissance 6 sur l'efficacité? c'est pareil, 12,5, 10 puissance 6 joules, 10 puissance 6, c'est méga. Ah oui, j'avais oublié ça. Merci. OK? Voilà. Bon, si vous ne savez plus que c'est méga, ben, on met 10 puissance 6 partout. Hein. Mais moi, j'aime bien l'exprimer avec les puissances de 10 puissance 3, donc kilo 10 puissance 3, méga 10 puissance 6, giga 10 puissance 9, téra 10 puissance 12, au-dessus, c'est un peu plus rare. Voilà, ça y est, vous êtes des pros des machines thermiques. Alors, un petit point pour terminer ce cours. Donc ça, c'est un peu plus anecdotique, on va dire. Moi, ce que je vous demande surtout, c'est de maîtriser bien les machines thermiques. Les 3 types de machines thermiques, savoir faire le diagramme, faire le diagramme de Ravo, c'est pas, je vous demande pas de savoir le reproduire forcément. Savoir plutôt faire le dessin des échanges, voilà, pour chaque machine, savoir faire ce dessin, écrire le premier principe, le deuxième principe, et puis après, savoir définir l'efficacité de la machine et savoir la calculer. Donc c'est essentiellement ça qu'on va vous demander. Alors, cela dit, on va quand même faire les diagrammes entropiques. Donc on essaye de représenter dans un diagramme TS. Alors attention, le diagramme TS, ça veut dire T en fonction de S. S, c'est l'abscisse, T, c'est l'ordonnée. Alors ici, j'ai pris une transformation, je ne sais pas si elle existe, A vers B, qui a une tête plus ou moins linéaire, je ne sais pas trop. Bon, je l'ai inventée. Hein. Et je suppose juste qu'elle est réversible. Donc, lorsque je prends une transformation élémentaire d'abord, ds c'est delta S échange plus delta S création. Oui, mais si c'est réversible, il n'y en a pas. Donc c'est que le S échange. Et le delta S échange, il a une formule, c'est delta Q sur T extérieur. Oui, mais si c'est réversible, le milieu extérieur est forcément à la température du système. Donc je peux remplacer T extérieur par T.
J'en déduis que delta Q est changé lors de la transformation réversible, c'est TdS, et que Q, c'est l'intégrale de TdS. S, c'est X, T, c'est Y, autrement dit f de X, intégrale de f de X dx, ah ben c'est l'air sous la courbe entre A et B. Donc quand on va de A vers B, l'énergie thermique échangée de manière réversible, reçue de manière réversible, c'est l'air sous la courbe. Alors si je fais un cycle de A vers B, puis de B vers A, donc ici parcouru dans le sens des aiguilles d'une montre, que vaut l'énergie reçue pendant un cycle? C'est l'énergie reçue pour la partie supérieure, QAB en passant par le chemin du haut, plus QBA en passant par le chemin du bas. Et QBA en passant par le chemin du bas, c'est moins QAB en passant par le chemin du bas. Ça, c'est l'air sous la courbe, ça, c'est l'air sous la courbe. Et du coup, ça nous fait une différence d'air sous la courbe, ça nous fait l'air interne du cycle. C'est positif. Durant un cycle, Q est positif, donc W est forcément négatif. Donc ceci est un moteur. C'est un cycle moteur. Et inversement, un cycle parcouru dans un diagramme TS encore en sens inverse des aiguilles d'une montre est un cycle récepteur. Donc on arrive en fait à la même conclusion que dans un diagramme de Clapeyron. Les cycles parcourus dans le sens aiguille d'une montre, dans un diagramme de Clapeyron, P en fonction de V, ou dans un diagramme TS, T en fonction de S, sont des cycles moteurs. Ça va sur cette page? Ok. Alors, exemple d'utilisation, un cycle qu'on a déjà étudié, le cycle de Carnot, donc c'est un cycle moteur durant lequel le système, qui est un gaz parfait, reçoit de l'énergie thermique de la part de la source chaude, transforme ça en partie en travail mécanique récupérable par une pièce mécanique, et est obligé de perdre de l'énergie thermique vers la source froide. Et on sait qu'un cycle de Carnot est un cycle réversible, donc un cycle de transformation qui sont toutes réversibles, qui est constitué d'une transformation compression isotherme, puis compression adiabatique, puis détente isotherme, puis détente adiabatique. Donc la forme des courbes, on avait explicité, hein, quand c'est une isotherme, c'est une hyperbole, c'est un arc d'hyperbole, PV égale nRT, donc la température étant constante, PV égale constante, donc P égale constante sur V, c'est une hyperbole. Et quand on passe à une adiabatique, PV exposant gamma égale constante, donc P égale constante sur V puissance gamma. Autrement dit, la pente est plus grande que pour une hyperbole. Donc là, je vous ai mis l'hyperbole. Si on continuait sur l'hyperbole, on se déplacerait sur les pointillés. Et là, on change de pente. On va verser avec une pente plus grande pour la diabatique réversible. Ici, on rejoint une hyperbole. Et si on continue sur l'hyperbole, on continuera comme ça. Et là, on change de pente. On est sur la diabatique réversible. Et maintenant, le but, c'est de représenter ce cycle dans un diagramme TS. Adiabatique, S échange est nul. Réversible, S création est nulle. Donc, delta S pour une adiabatique réversible égale 0. Donc, l'entropie est constante. L'entropie est constante. Donc, on se déplacera sur des verticales. A vers B, B vers C et D vers A, ce sont des verticales. Une isotherme, c'est T constante, donc c'est une horizontale. Et après, le problème, c'est le sens. A vers B. Est-ce que l'entropie augmente ou diminue? Donc A vers B, c'est une compression d'un gaz isotherme. Vous prenez un gaz, vous le comprimez. Est-ce que le désordre augmente ou diminue? Donc, si on pousse le raisonnement, si on comprime beaucoup un gaz, il va se liquéfier à un moment. Donc, on va vers un état plus ordonné. Le désordre diminue.
Le désordre diminue, donc l'entropie diminue, donc la variation d'entropie est négative. Donc A vers B, c'est forcément vers la gauche. Je pars de A à une température basse, tiens, A vers B. Je vais vers la gauche, selon une isotherme donc horizontale. B vers C, une adiabatique réversible, une verticale. C vers D, une isotherme, où je vais faire une détente d'un gaz. Le désordre augmente, les molécules sont de plus en plus éloignées. Et puis ensuite, D vers A, une adiabatique réversible, une verticale. Et mon cycle est bouclé. Il va dans le sens aigu d'une montre. Donc Q cycle est positif, donc W cycle est négatif. Donc c'est un cycle moteur. Calculons son rendement. Donc le rendement, c'est l'énergie qui m'intéresse. En l'occurrence, c'est W, mais comme il est négatif, c'est moins W. Sur l'énergie dépensée, c'est la source chaude qui l'apporte. Q2. Moins W cycle, d'après le premier principe, c'est Q cycle. Donc Q cycle sur QCD. Q cycle, on vient de le démontrer, c'est l'air interne. Donc c'est l'air du rectangle. Donc c'est l'air du rectangle, c'est-à-dire T2 moins T1 fois S de A moins S de B. Petit côté sur fois grand côté. D'accord? Côté vertical fois côté horizontal. Voilà l'air du rectangle. Et QCD, c'est l'air sous la courbe CD. Donc c'est l'air d'un rectangle de côté CD et de côté T2. T2 moins 0. Donc T2 fois SD moins SC, mais SD moins SCCS A moins SB. Donc les entropies se simplifient. Il me reste T2 moins T1 sur T2, c'est-à-dire 1 moins T1 sur T2. On retrouve bien le rendement d'un cycle de Carnot réversible qui ne dépend que des températures des sources froides et sources chaudes. 1 moins T froid sur T chaud. Tout va bien? Moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi le désordre il augmente si on a une détente, justement, vu que les molécules ont une plus grande distance entre elles. Alors que c'est plus simple dans l'autre sens. Tu prends un gaz, tu le comprimes. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les molécules se rapprochent. Si les molécules se rapprochent, elles font des interactions. Quand les molécules font des interactions, alors ça devient de plus en plus ordonné. Et si ça fait beaucoup d'interactions, ça passe à l'état liquide tout d'un coup. C'est bien plus ordonné, ça. Donc, inversement, quand tu fais une détente, les interactions diminuent, c'est plus désordonné. D'accord. Je vois. Merci. Ou alors, tu peux le voir aussi de la manière suivante. Tu prends un gaz, tu l'enfermes dans un récipient, puis après, tu ouvres le récipient. Spontanément, le gaz, il va diffuser partout, il occupe toute la place. Et ça, c'est plus désordonné que s'il était dans son récipient de départ. Donc une détente, où le volume du gaz augmente, en fait, c'est sa propriété de diffuser dans tout l'espace. Et ça augmente le désordre. Et si tu veux faire l'inverse, il va falloir que ça va te coûter de l'énergie pour récupérer le gaz et puis le remettre dans son bécher de départ. C'est pas naturel. Spontanément, il a tendance à aller occuper tout l'espace. D'accord, je vois. Mais du coup, en fait, quand il y a la diffusion de matière, c'est un peu la définition du désordre. Oui, c'est ça. Quand il y a de la diffusion, le désordre augmente. Ok.
Ok. Alors après, les pages suivantes, c'est pour la culture. Juste pour, je vous demande pas d'apprendre tout ça, évidemment. Donc un moteur à explosion, le terme explosion n'est pas tout à fait correct en fait, c'est plus une combustion en fait, une vraie explosion, enfin bon, une combustion un peu rapide, avec des pistons et puis enfin des cylindres et des pistons. Donc tout l'exercice où on vous fait manipuler des cylindres et des pistons, finalement c'est pour modéliser ce qui se passe dans un moteur de voiture. D'accord. Ça m'intéresse moyen, on va dire. Ça m'intéresse plus. Réfrigérateur, climatiseur, pompe à chaleur, tout ça, c'est la même machine, finalement. Donc, regardons. Vous avez, ici, on va partir du compresseur. Vous avez un compresseur, donc, alimenté par de l'énergie électrique. Il transforme ça en énergie mécanique. Et au niveau du compresseur, il prend un gaz, il comprime, il fait un gaz chaud. Le gaz chaud, du coup, est plus chaud que la pièce. Donc, il donne de l'énergie thermique à la pièce. Dans la grille noire qui est derrière le frigo, qui s'appelle le condenseur, que vous voyez ici. Un gaz qui donne de l'énergie thermique se refroidit, et quand il se refroidit, il se liquéfie. D'où le nom condenseur. En fait, il subit une condensation. On devrait dire une liquéfaction, plus exactement. Donc, on devrait appeler ça le liquéfacteur, mais bon. Donc, le gaz devient liquide, il rentre dans la machine, et là, tout d'un coup, on lui fait subir une détente. C'est tout simplement, en fait, on passe d'un petit tuyau à un gros tuyau. Donc, le liquide subit une diminution de pression violente. Un liquide qui change brutalement de pression, il se met à bouillir, tout simplement. Et s'il se met à bouillir, il se refroidit. Donc il rentre là-dedans et il est plus froid que le compartiment froid. Du coup, le compartiment froid lui donne de l'énergie thermique. Et un liquide, alors en fait, il est à l'état diphasé, il est liquide plus gaz. Ici, c'est un peu plus compliqué, liquide plus gaz. Il reçoit de l'énergie thermique. Un liquide qui reçoit de l'énergie thermique devient un gaz. Donc, il se vaporise, d'où le nom évaporateur. Et à la fin, il est à l'état gazeux, hop, il retourne dans le compresseur. Et ainsi de suite. Ça y est, on a bouclé le cycle. Donc en fait, on joue sur des transformations liquéfaction, vaporisation, et on joue sur les pressions. On a un circuit en fait haute pression à droite et basse pression à gauche. Donc le compresseur va le faire passer à haute pression et le détendeur va le faire passer à basse pression. Et quand on dit haute pression, c'est plusieurs dizaines de bars, hein, c'est assez important. Hein, comme... Donc, votre frigo, vous pouvez regarder, vous verrez la boîte noire derrière, c'est le compresseur, ça vous le voyez. La grille noire, c'est le condenseur, vous pourrez mettre la main dessus, vous verrez que c'est chaud quand votre frigo fonctionne. Et puis par contre, l'évaporateur, vous ne le voyez pas, il est caché dans la machine. Hein. Alors si vous verrez peut-être la pièce détendeur là, peut-être que dans un congélateur, on doit la voir cette pièce là. Mais sinon, dans un frigo, c'est caché, hein. On ne voit pas cette pièce là. Ou alors, il faudrait le démonter. Si vous avez un vieux frigo, vous pouvez vous amuser à le démonter. Monsieur? Oui. Apparemment, il y a un gaz dangereux dans les frigos, je crois qu'il s'appelle le curare, non? Non. Il n'y a pas de curare dans la Bon, c'est ce qu'on m'a dit. Non, attendez. Je vais y venir. Et une pompe à chaleur, en fait, c'est la même machine, un compresseur, un détendeur. Donc la différence, c'est le sens. Donc ça, vous pouvez réfléchir. Alors, pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'il y a dans un frigo? Voilà. Vous pouvez avoir tous ces trucs-là. Donc, vous pouvez avoir des HFC, des hydrofluorocarbones, avec une nomenclature un peu compliquée, là. Je vous l'ai mis pour la culture, hein, vous n'avez pas à savoir ça, évidemment. Le R143A, vous voyez ici, c'est le CH3CF3. Alors, l'ingénieur qui a conçu cette nomenclature, franchement, je ne comprends pas, mais
1 veut dire nombre de carbone moins 1, donc ça veut dire qu'en fait il y a 2 carbones. 4 veut dire nombre d'hydrogène plus 1. Et le dernier chiffre, c'est le nombre de fluor. Donc c'est du C2H3F3. Et la structure, tous les fluors d'un côté, tous les hydrogènes de l'autre. Donc en fait, ça s'appelle pour un chimiste, c'est de l'éthane, c'est du trifluoroéthane, c'est du 1,1,1 trifluoroéthane. Bon. Et ce truc-là, en fonction de sa température d'ébullition, sa pression, etc., s'avère un bon gaz frigorigène. Alors, à part ça, on a quoi? On a des mélanges de HFC. Voilà, donc là, vous avez des mélanges avec les proportions des différents gaz. Vous pouvez avoir des alcanes, tout simplement. Donc, si vous avez un frigo qui s'appelle Technology Green Freeze, c'est l'isobutane. Donc, l'avantage, c'est que s'il y a une fuite de gaz, l'isobutane est moins nocif pour l'environnement que les HFC. Donc, les fluides frigorigènes sont pas, effectivement, ont une certaine nocivité, mais c'est ceux-là qui sont un peu nocifs. Après, je ne sais pas exactement leur toxicité. C'est pas précisé sur cette page, il faudrait regarder. Donc après, ça dépend aussi de l'âge de votre frigo. S'il a plus de 40 ans, mais bon, c'est assez rare des frigos de plus de 40 ans, c'est des CFC, chlorofluorocarbone. Après, ils ont été interdits. Donc actuellement, c'est plutôt normalement un de ceux-là. Voilà, pour répondre à votre question. Non, le curare, ça sert comme anesthésiant. Et enfin, donc à chaque chapitre, je vous donne l'essentiel du cours. Et là, pour ce chapitre de thermodynamique, je vous donne en plus une fiche de formules. Quelles sont les formules utiles en thermodynamique? Donc pour le premier principe, pour le deuxième principe, donc ça vous regarderez tranquillement. Et puis après, pour un liquide ou un solide, et puis pour un gaz. Et si vous savez tout ça, bah déjà, ça vous aidera bien. Donc, le travail pour demain, ça va être de lire effectivement la fiche minimale, de préparer exercices 1 et 2 du TD 2, et ça fait déjà pas mal, je pense. Là, je crois qu'on on va pas commencer un exercice maintenant, ça va, vous allez être un peu saoulé là. Ok. Donc je vous ai remis la démonstration de la place, par exemple. Bon, finalement, il n'y en a pas tant que ça, des formules en thermodynamique. Il y en a quand même beaucoup. Vous trouvez? Bah, comparé à certains chapitres, oui. Alors après, il y a un certain nombre de choses qu'on peut redémontrer. Hein, par exemple, DS d'un gaz parfait, je vous ai montré comment le redémontrer. Donc ça, je ne le prends pas forcément par cœur. Moi, je connais l'identité thermodynamique fondamentale que j'ai écrite quelque part, ici, du moins PdV plus TdS. J'en déduis DS et je sais redémontrer DS d'un gaz parfait à partir de ça. Bon, je crois que pour le cours, ça va aller. Donc, on peut se donner quelques minutes de questions, sinon on va s'arrêter là.